Discussion en conscience de janvier 2021 en compagnie d'Élodie. Ici David au micro qui vous salue. Et bonjour Élodie, ça va bien? Bonjour, ça va très bien. Et toi, comment vas-tu? Je vais très bien. Aujourd'hui, on va aborder différents sujets là, naturellement en lien avec la conscience. Et juste avant de débuter, je veux mentionner à l'auditoire que toi, tu as une chaîne YouTube et que tu es quand même une personne là, très prolifique. J'ai vu que dans les dernières semaines, tu as mis à la disposition du public de nombreuses vidéos. Oui, c'est vrai qu'en ce moment, je suis assez productive. Oui, et c'est sûr que dans le fond, donc les gens qui auront envie de découvrir ta chaîne YouTube, je vais partager le lien là en bas de la vidéo présente. Sinon, de mon côté, ben je fais toujours plein de vidéos. Et les gens qui ont envie de m'apporter leur soutien financier à mes activités de diffusion web, eh bien, vous êtes les bienvenus pour le faire. Vous allez avoir d'ailleurs en bas de l'enregistrement présent mes coordonnées. S'il y en a qui ont envie de me faire un virement par les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Donc, vous allez avoir les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent. Et donc, on peut débuter à proprement dit. Dans un premier temps, tu m'avais écrit en préparation à l'entretien d'aujourd'hui que tu aimerais définir c'est quoi la vibration, l'écoute et également la parole vibratoire. Donc, on peut débuter par ce sujet. Oui. Alors, justement, qu'est-ce que l'écoute vibratoire? C'est vrai qu'on parle beaucoup de paroles vibratoires, mais est-ce que on pourrait euh, considérer une écoute vibratoire? Euh, Moi, ce que j'ai l'impression que c'est le cas, là. Comment? J'ai l'impression que c'est le cas parce que pour que la Oui, parole vibratoire soit reçue, ça prend une écoute vibratoire qui est proportionnelle à cette dernière. oui. Et comment est-ce que cette écoute vibratoire, on peut aussi l'étendre à une réceptivité vibratoire pour pouvoir justement percevoir l'information. Donc c'était vraiment dans le cadre de comment on peut recevoir l'information dans ce brouillage de fake news et d'informations contradictoires qui nous amène parfois à plus trop savoir ce qui est vrai, ce qui est faux, à considérer qu'il puisse y avoir quelque chose de vrai, quelque chose de faux. Euh, Mhm. en fait, euh, la base pour une écoute vibratoire et pour une réceptivité de l'information au niveau vibratoire, c'est obligatoirement d'avoir une maîtrise complète des émotions. Euh, L'écoute de soi Mhm. ne peut pas fonctionner à partir du moment où il y a un brin d'émotionnel. Ça marche pas, ça coupe complètement et ça perturbe complètement l'information. Donc ça, je m'en suis aperçue vis-à-vis de moi-même, et c'est là que j'ai capté que pour ce qui était de la réception de l'information, c'était exactement la même chose. Euh, quand on lit les médias aujourd'hui, les médias, que ce soit les médias qu'on dit officiels ou les médias alternatifs, c'est la même chose. Euh, je dirais que le problème principal, c'est pas tant l'information elle-même, c'est la manière dont cette information nous est donnée. Elle n'est pas objective. Mhm. C'est-à-dire que, en soi, il y aura toujours une multitude d'informations parce qu'il y a une multitude de sources. Quelqu'un qui fait une vidéo dans son jardin ou dans la rue avec son téléphone, il va mettre ça sur Internet et ça constituera en tant que tel une information et une source en tant que telle. Mhm. Et aujourd'hui, les journalistes, s'il y a eu une dégradation dans ce milieu, c'est parce que les individus qui répandent l'information ne sont eux-mêmes pas complètement en maîtrise de leurs émotions et vont donc colorer cette information, par exemple en utilisant parfois des adjectifs qui ne sont pas appropriés ou de l'ironie, comme on peut le voir parfois quand certains médias tendent à décrédibiliser les complotistes.
je précise que je suis ni pour ou ni contre les complotistes. C'est dans le sens que quand un journaliste utilise des adjectifs ironiques pour qualifier les complotistes, il n'est pas objectif. Il crée, en fait, il cherche à suggérer, à créer chez son public une émotion. Et Oui. le brouillage informationnel vient justement de toutes ces perturbations émotionnelles qui sont créées par les différents informateurs. C'est ça. Mais en même temps, est-ce qu'on peut reprocher au journalisme le manque d'objectivité ou de conscience impersonnelle et objective, étant donné que la plupart d'entre eux sont pas fusionnés avec l'esprit? Donc, puis ils n'ont peut-être pas la capacité de contenir, de supporter consciemment, d'assumer la vibration du supramental. Donc, à ce moment-là, ça devient Alors, problématique. il n'y a pas une obligation à être fusionné ou à être supramental pour transmettre de l'information. Par contre, ça Euh, prend une clarté dans l'ego, une transparence pour pouvoir ne pas se faire astraliser lorsque la personne transmet une information avec de l'énergie émotionnelle. voilà, c'est ça. Je dirais qu'il y a d'abord, pour dire encore plus simplement, il y a d'abord avoir une suffisante maîtrise de soi. Euh, à l'époque, par exemple, en France, quand on prend l'exemple en France, à l'époque des premières chaînes télévision Mhm. et des premières chaînes d'information, les présentateurs, les intervenants, ils n'étaient pas dans cet état émotionnel qu'on connaît aujourd'hui où où aujourd'hui les individus s'emportent sur les plateaux, entrent dans des guerres d'ego qui en fait n'amènent nulle part. Il y avait une certaine tenue qui permettait en fait au public d'avoir déjà beaucoup plus la possibilité de se positionner ou de faire appel à son intelligence. Quand l'émotionnel s'en mêle, bah, c'est foutu. Il n'y a plus d'intelligence. Oui, oui, Donc, ben c'est la même chose en passant au Québec. Là, au fil du temps, on a vu une dégradation. Si je pense à récemment, avec l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis, en fait, pas son élection, mais devrais-je dire son entrée en fonction il y a quelques jours, bien la une du Journal de Montréal, qui est un des quotidiens les plus lus au Québec, était enfin un vrai président. Donc, comme pour oui, sous-entendre que Donald Trump, c'était pas un vrai président, puis ça, c'était la une du journal. Fait que là, on est très loin d'une description objective de qu'est-ce qui se passe, voilà, là. exactement, c'est ça. Le fait de ne pas reconnaître que Donald Trump ait été un président en disant ah bah Biden, ça en fait un vrai, c'est complètement subjectif et on voit clairement qu'il y a une prise de parti assumée, mais pas vraiment parce que quand on est dans la subjectivité, on n'assume rien du tout. On voit bien que ces institutions-là ne font plus leur travail en fait. Exactement. Et c'est sûr qu'il y a une escalade, il me semble, depuis les dernières années dans le domaine d'une plus grande subjectivité, polarisation. On le voit entre autres là, sur les médias sociaux, là, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, dans les vidéos entre ceux qui sont pro-Trump, ceux qui s'y opposent, si on pense aux Voilà. élections américaines ou les mesures sanitaires. Donc, on se dirige de plus en plus de ce que je vois dans une société très astralisée, très divisée, très clivée. Voilà, très clivé. Tous les partis fonctionnent de cette manière. On pourra même parler aussi des partis qui se présentent comme étant des contre-pouvoirs forts d'opposition, comme par exemple le mouvement QAnon, Mhm. qui fonctionnent exactement de la même façon, c'est-à-dire qui viennent attiser les passions, qui viennent attiser le goût pour la justice, euh, qui viennent exacerber bah oui, les passions, le goût pour le bien. Alors sous couvert de toujours de bonnes intentions, c'est toujours la même chose. Tout le monde croit faire le bien, mais le problème c'est que tout le monde s'emporte Mhm. par son émotionnel et du coup euh, amène du clivage et amène une forme de régression en fait. Oui, exactement. Et c'est sûr que
la période présente avec la crise qu'il y a eu entourant les élections américaines ou celle du coronavirus, c'est vraiment propice à une montée en épingle là, du clivage qu'il peut y avoir en différents groupes. Et comme j'en discutais récemment avec une personne, et c'est l'occasion à l'astral de faire le plein d'énergie parce que plus que les gens sont divisés, qui vibrent à de l'émotionnel, et plus que simultanément, ils se font vampiriser leurs énergies vitales par l'astral, qui tirent profit de ça, parce que les êtres humains, à ce moment-là, vont sécréter beaucoup d'énergie émotionnelle. Cette perte d'énergie, on peut la ressentir assez facilement quand on écoute la télévision et que on se laisse avoir par l'émotionnel. Donc, en général, c'est la peur. Mm-hmm. Euh, c'est très vampirisant. Je dirais que à partir du moment où on parle de l'actualité, on doit être attentif au vocabulaire qu'on utilise et à ce que l'on crée avec notre parole. Parce qu'en fait, la parole est créatrice. Ça, on le sait. Oui. Et c'est pas tant ce qu'on a à dire, puisque la vérité n'existe pas vraiment, même pas du tout. C'est pas vraiment ce qu'on a à dire ou ce qu'on a à défendre qui compte le plus, parce que ce qu'on a à défendre va toujours générer de l'émotionnel ou des prises de parti, mais c'est ce qu'on crée au moment où on parle avec la personne avec qui on parle et ce qu'on amène. Donc, quand, par exemple, on utilise certains termes comme dictature sanitaire, parce qu'on le voit beaucoup, ce terme, on l'entend beaucoup utiliser, Mm-hmm. je trouve que ce terme n'est pas adapté parce que justement il crée d'émotionnel et c'est une exagération, c'est-à-dire que c'est une on appelle ça dans les figures de style, on appelle ça une hyperbole. Ça vise une hyperbole, c'est une figure de style qui vise à créer quelque chose, à créer une émotion. Est-ce que c'est intelligent de créer une émotion? Une dictature, c'est le synonyme de dictature, c'est tyrannie. Oui, Si mais utilise... c'est intéressant ce ouais. sujet-là parce que j'ai abordé fréquemment à travers mes entretiens au fil des semaines l'expression dictature sanitaire. Oui. Donc, c'est sûr que dans un premier temps, je vais m'ouvrir à ton propos en mode écoute. Fait que, dans le fond, c'est sûr qu'en effet, ça peut assimiler ce qui se passe à une forme de tyrannie. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais quand que je regarde les faits de qu'est-ce qui se passe, comme par exemple au Québec, où le gouvernement va gouverner par décret, donc c'est pas un processus démocratique habituel, donc des lois très strictes sont imposées, comme par exemple un couvre-feu. Nous autres, c'est de 20h à 5h. Et si je me trompe pas, vous, en France, c'est c'est à partir de 18h le soir présentement, partout en France? Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Donc, Oui, pour moi, quand que je regarde ça dans le concret, moi, ça me donne l'impression d'une forme de dictature quand des mesures aussi sévères là, sont mises en place. Oui, bien sûr. Justement, le terme de couvre-feu, en soi, n'est pas adapté en termes de vocabulaire à la situation. Un couvre-feu, c'est un terme qu'on utilise quand un pays est en guerre, qui a été donc il y a eu déjà attends une minute, il y a Emmanuel Macron en France qui a déclaré au printemps 2020 que nous sommes en guerre. Il a répété ça 3 fois. Ouais. Alors justement, l'approche d'Emmanuel Macron, ça vise justement à jouer sur l'émotionnel, parce que en fait, je vais prendre l'exemple non, je vais partir à partir de François Mitterrand, qui représente pour moi un homme d'État froid, mesuré, qui se maîtrise suffisamment pour pouvoir avoir une parole publique et incarner de manière, on va dire, satisfaisante la fonction de chef d'État. À partir de François Mitterrand, on a eu une sorte on pourrait dire une sorte de dégringolade où de plus en plus l'émotionnel a pris sa place, où de plus en plus la séduction, l'apparence, l'image a pris sa place. L'émotionnel, l'utilisation de l'émotionnel, c'est ce qui est utilisé dans la publicité, dans la communication pour pousser les gens à acheter, parce que quand tu es agi par ton émotionnel, bah, tu réfléchis pas, tu es poussé par tes pulsions. Et donc,
cette utilisation de l'émotionnel est très efficace. Donc c'est pour ça que ça a été de plus en plus utilisé. Pendant les meetings de Macron, Macron, il hurlait. Donc tout était fait par le service de com pour amener ce candidat vraiment à solliciter le plus l'émotionnel. Et quand il fait son discours où il répète qu'on est en guerre, c'est justement pour éveiller l'émotionnel, mais et créer de ce fait un état au sein de la population, un état de stress qui permettra donc à ce gouvernement d'avoir une mainmise plus puissante sur la population. Parce que quand tu es en état de stress, ben, tu réfléchis pas, tu réagis. Enfin, t'agis pas, tu réagis. Exactement. Donc, oui. la question à se poser, quand on voit donc la situation qui est présentée à nous, c'est est-ce qu'il est intelligent d'utiliser les mêmes procédés que les procédés utilisés par les autorités pour, de notre côté, comment dire, analyser décrire la situation, là. Décrire la situation, oui, et puis surtout, se positionner. Parce que la question la plus importante, c'est nous, à l'échelle individuelle, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette situation? Mais justement, comment on vit et aussi comment est-ce qu'on peut vivre et traverser cette situation et cette épreuve? Oui, exactement. Tu soulèves des bons points, mais au lieu de parler, par exemple, de dictature sanitaire pour décrire la situation actuelle, comment tu la qualifierais? Ah, comment je la qualifierais? Alors, c'est intéressant. C'est très, très intéressant. Alors, comment je la qualifierais? Je la qualifierais de période transitionnelle, période de transition, de grand chamboulement, où des éveils de conscience se produisent et où cet éveil doit être endigué par des structures, par des lois qui sont en apparence contraignantes, mais qui, dans la matière, sont la manifestation de l'arrivée justement de cette conscience. Je sais que c'est très perturbant ce que je dis. Non, mais parce moi, ça veut me dire perturbe pas. Vas-y. D'accord. Ça veut dire que, déjà, premièrement, je vais partir d'un truc très simple, c'est que le monde, il est à l'envers. Le monde, il est inversé. Le monde, il est en négatif. Et si tu veux comprendre ce monde qui est en négatif, eh ben, il faut le remettre à l'endroit. Il faut lui amener sa version positive. Et quand je dis positif, c'est sans aucune subjectivité de « Ah, c'est positif, c'est bien ». Non, c'est simplement comme une photo qui serait en positif, qui passerait du négatif au positif. Et justement, en ce moment, je suis en train d'étudier le fonctionnement de l'œil, de cet organe de réception, de perception du spectre lumineux, qui est l'œil. C'est super intéressant, l'œil, comment ça fonctionne, parce que pour que un faisceau lumineux soit capté par l'œil, il faut que d'abord, il réfracte ce faisceau, ensuite qu'il le fasse passer par une lentille qui est biconvexe, donc qui est à la fois convexe et concave, donc elle va être inversée et ensuite elle va se réfracter à nouveau contre la rétine qui, elle, va la remettre à l'endroit. Et après, ça va passer en influx nerveux au cerveau. Et donc, c'est comme ça que nous, on doit apprendre aussi à réinverser le négatif qui nous est présenté. Et en fait, il y a un virus. Il y a un virus, il y a bien un virus, mais après, tout dépend de l'interprétation qu'on donne à ce virus. Dans ce monde négatif, oui, c'est une pandémie. Mais du point de vue, on pourrait dire de la conscience, et encore, c'est des formes, hein, c'est uniquement des formes qui sont utilisées pour amener de l'intelligibilité au phénomène. Du point de vue de la conscience, ben, c'est quoi qui arrive? On ne sait pas. Mais on peut dire que c'est une énergie, on peut dire que certains, les spirituels, ils disent que c'est la lumière, d'autres qui disent que c'est l'esprit, peu importe. Il y a quelque chose qui arrive et cette chose-là, elle doit être
contenue, elle doit être comme l'esprit qui descend dans le corps, il est contenu par le corps, sinon il n'a pas de manifestation et d'existence. Eh ben, il faut que cet afflux d'énergie soit contenu dans des formes, dans des limitations, qui se manifestent dans ce plan matériel par des restrictions. Sinon, eh ben, il n'y a pas. Sinon, ça peut pas advenir. Je vais dire un truc qui peut être choquant, je le sais, pour ceux qui écoutent peut-être, mais je précise que c'est ma perception, donc ça ne vaut qu'en tant que perception sensible d'un point de vue relatif. Quand le Premier ministre français dit nous avançons pas à pas, nous n'avons pas de plan prédéfini et nous avançons au jour le jour, et ben en fait il dit plus ou moins vrai. Ça veut dire que le gouvernement, les autorités ont une petite longueur d'avance sur la population, mais pas beaucoup plus. Ouais, ben nous autres, ils disent la même chose au Québec en passant, là. Ouais, voilà. Les dirigeants du Québec disent qu'ils sont dans une situation comme s'ils étaient dans un avion en plein vol en train de construire l'avion. Donc, ça parle du fait que la gestion, c'est jour après jour, là. Voilà, et ça, je tiens à le préciser parce que la forme du complotisme et les idéologies qui se raccrochent à tout ça, en créant justement des passions, en exacerbant les fantasmes, ça laisserait croire que en fait tout est planifié, que en fait comment dire, il y a un plan occulte, il y a un gouvernement mondial, ce qui en soi n'est pas forcément faux, mais n'est qu'une petite parcelle de la vérité. Oui, ben c'est sûr qu'il y a des gens qui ont planifié des choses. Tu sais, si on pense à Klaus Schwab du Forum économique mondial qui, lors de l'été 2020, a publié un livre qui dit que le coronavirus, ça peut être une opportunité pour mettre en place le Great Reset, la grande réinitialisation. Fait que lui, il a tout un plan de comment tirer profit de l'événement actuel pour apporter des changements sociaux à l'international importants. Par contre, c'est sûr que c'est de voir à quel point il va y avoir une incidence là, sur les politiques gouvernementales. Là. Ça, c'est un autre sujet. C'est tout à fait compréhensible et logique que des individus comme Klaus Schwab disent publiquement que c'est une opportunité pour amener un certain plan et une certaine réinitialisation. Oui, mais il a raison dans la forme de dire ça. Et il va bien y avoir un bouleversement et des réinitialisations de fait. Cependant, les individus comme Klaus Schwab ou les mondialistes qui sont mis en avant aujourd'hui sur le devant de la scène ou plus dans l'ombre, mais quand même qui sont, on va dire, en avant-première, ont une vision et une perspective qui est certes plus avancée que celle du commun des mortels ou de la masse, mais qui n'est pas aussi lointaine et qui n'a pas la dimension que des plans d'intelligence et d'évolution pourraient l'avoir. Ah, ça, c'est clair, là. C'est sûr qu'ils n'ont pas nécessairement... D'ailleurs, le plan, c'est des formes. Fait que c'est pas une compréhension multidimensionnelle du réel, là. Ils n'ont pas une conscience éthérique, là. Voilà. Ils sont faits pour une fonction très précise. Et c'est important, d'un point de vue complètement objectif et détaché, de respecter les acteurs, parce que c'est des acteurs, les acteurs qui jouent le rôle qu'ils ont à jouer dans cette pièce de théâtre, car ils ont été justement prévus pour ça. Mais il ne faut pas leur porter un pouvoir plus important qu'ils n'auraient. Ben oui, ben c'est ça que j'allais dire, parce que là, il peut y avoir des abus d'autorité. Tu sais, si une personne, elle est très bien intentionnée spirituellement, je vais mettre en place un plan qui va réinitialiser l'humanité, puis ça va aller mieux dans le monde. Mais si elle impose ça aux autres, puis les gens sont dépossédés de leur commerce, de leurs biens,
Il y a une dimension que ça peut amener de la domination. C'est comme le gouvernement qui peut être très bien intentionné, que ce soit en France ou au Québec, en disant qu'en mettant en place un couvre-feu, on va réduire le nombre de cas. Puis il y a sans doute des gens au sein du gouvernement qui le croient que c'est une bonne chose. Ben, l'impact que ça a, c'est que ça réduit de beaucoup les libertés individuelles. Mais bien sûr, mais les membres du gouvernement ou les autorités ne peuvent pas jouer autre chose que le rôle pour lequel elles ont été assignées. Donc, il ne faut pas leur porter un pouvoir et une force plus grande que ce petit rôle qu'on leur a prévu. Parce que si on le fait, c'est-à-dire si on dit « Ah, ils nous privent de nos libertés, ils nous privent de notre possibilité de parler, de nous exprimer », c'est totalement faux. Attends une minute. Oui. Il y a des constats qui se font, là. Tu sais, je veux dire, oui. Présentement, ce qu'on observe, c'est que si on prend la situation du Québec, massivement, le gouvernement va subventionner les médias de masse, que ce soit TVA, Radio-Canada, qui va répéter le discours officiel. Et il n'y a pas de débat, tu sais, pour ou contre le masque dans les médias officiels. Il n'y a pas de discussion critique. Donc, c'est juste un relais de l'information officielle. Fait qu'on est dans l'ordre de la propagande, un peu comme dans l'Allemagne nazie. Moi, de ce que j'observe par rapport aux médias officiels depuis le début de la crise, il y a eu peut-être Choix Radio X qui a fait, à un moment donné, intervenir un médecin qui avait des propos qui étaient un peu divergents, mais à part ça, ou quelques intervenants, mais à part ça, en général, là, les médias de masse qui sont subventionnés ici à peu près à l'auteur de 10 millions de dollars par mois vont répéter les discours officiels, puis simultanément, ce qu'on observe, c'est une censure dans les médias sociaux. Si on pense à Alexis Cossette-Trudel, les gars du studio, ils ont été censurés sur YouTube, Facebook. Donc, il y a présentement une diminution de la liberté d'expression. Et il y a une diabolisation aussi de par les autorités officielles, si on pense à ce que je vois ici concrètement au Québec, que ceux qui vont pas dans le discours officiel, avec l'argent des citoyens, c'est des complotistes, c'est des covidios, puis il y a un discours vraiment pour les discréditer, les mettre dans un coin, en faire des boucs émissaires, puis les accuser s'il y a un nombre de cas qui augmente. C'est à cause d'eux autres, d'une minorité qui respecte pas les mesures. Fait que moi, je perçois, c'est qu'il y a vraiment une démarche présentement pour se servir d'une partie de la population comme bouc émissaire et justifier par la suite des mesures de répression. Oui, déjà, premièrement, je trouve pas adapté de comparer les autorités actuelles au gouvernement nazi parce que c'est, encore une fois, ça crée un émotionnel qui est pas adapté. C'est pas la même chose. Il faudrait pouvoir trouver des termes plus spécifiques et plus précis. Parce que ça crée des amalgames et ça crée de la confusion et ça, encore une fois, ça crée de l'émotionnel. Ensuite, cette homogénéisation des pas cette, je dirais plutôt cette convergence des discours, cette ressemblance qu'il y a entre les organes de diffusion de l'information issus des autorités entre elles, c'est-à-dire qu'en gros, tous les médias disent plus ou moins la même chose, il y a de la censure, ok, on peut percevoir ça de deux manières différentes. On peut se dire, c'est une opportunité pour, de notre côté, à l'échelle individuelle, développer, pourquoi pas, notre propre média. C'est une opportunité. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a tous les moyens de communication qui sont à notre disposition chez nous. À partir du moment où on a un téléphone, on a Internet, on peut créer notre propre média indépendant, sans même avoir besoin d'avoir des financements, parce que ça coûte rien de créer une chaîne YouTube. Et ça, c'est quand même, au niveau de l'expression, une chance extraordinaire. Et justement, comme tu dis, cette censure, dégoûte, elle te dégoûte, donc elle te pousse par le dégoût à te faire toi-même ta propre chaîne. Tu peux même aller jusqu'à te faire ton petit plateau télé chez toi avec tes trucs et puis voilà, comme ça au moins t'es content, tu présentes l'information de manière à ce qu'elle te corresponde toi et t'es plus déçu par ce qu'on te sert à la télé.
Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut être une occasion justement là, de prendre la parole. Puis il y a eu l'émergence de beaucoup de lanceurs d'alerte là, sur le web depuis le début de la crise. Donc j'ai découvert plein de personnes que je connaissais pas au préalable. Donc ça m'a permis de faire des découvertes. Par contre, encore faut-il que ces gens-là puissent diffuser, dans le sens qu'il y a eu une vague de censure, notamment lors de l'automne 2020, où Jean-Jacques Crèvecoeur a été censuré, Alexis Cossette-Trudel. Il y en a eu plusieurs qui ont tombé. Bon. Bon, alors par rapport à Alexis Cossette et Crèvecoeur, puisque tu les as cités, euh, je vais être un peu dure parce que les guerres de pouvoir ne m'intéressent pas. Et ces individus, ils font le travail qu'ils doivent faire. Crèvecoeur, il fait un travail qu'il doit faire. Donc, il fait un bon travail à partir du moment où il fait le travail qu'il doit faire. La même chose pour Cossette. Il fait exactement ce qu'il doit faire. Il accomplit son destin. Donc, en ce sens, c'est très bien. Mais c'est toujours le même problème. L'émotionnel s'en mêle, la subjectivité s'en mêle, et surtout le combat qui devrait être intérieur devient un combat à l'extérieur. Pour le cas de Cossette, il vient d'une grande famille. Sa mère a même fait des déclarations publiques à la télé où elle espérait que son fils se sorte de l'idéologie et qu'ils puissent se retrouver ensemble sans avoir cette interface de l'idéologie entre eux qui crée du clivage. Je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il se réconcilie avec sa mère, mais ce que je veux dire, c'est que on voit bien qu'il y a un conflit intérieur qu'il est en train de propulser sur la scène et qu'il utilise en fait des sujets et qu'il fait une sorte de vendetta pour faire vengeance par rapport à quelque chose qui lui est propre. Et pour moi, en ce sens, je peux pas en fait, moi personnellement, je peux pas cautionner en fait cette approche, tu vois. Moi, je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce que dit présentement là, les lanceurs d'alerte, que ce soit Jean-Jacques Crèvecoeur ou Alexis Cossette. Par contre, je suis pour à ce qu'il y ait une liberté d'expression dans des paramètres respectueux qui étaient là avant la crise sanitaire, dans le sens qu'avant la crise sanitaire, quelqu'un sur YouTube pouvait s'exprimer. Il n'était pas censuré pour des raisons idéologiques. C'est sûr, si la personne invitait les gens à la haine, c'était tout à fait normal qu'elle soit censurée. Mais là, si la personne a tout simplement non pas des propos haineux, mais des propos qui vont à l'encontre du discours narratif officiel, puis vu qu'il est vu par beaucoup de personnes... Oui. Le pouvoir et le contre-pouvoir s'organisent uniquement là-dessus, sur le clivage. Un pouvoir, il se constitue un organe de pouvoir, il ne peut se créer qu'à partir du moment où il a des oppositions et des organes qui s'opposent à lui. C'est ce qui le renforce. J'ai émis l'hypothèse, par exemple, que les démocrates soient les émanateurs du mouvement QAnon, parce que c'est bien pratique d'avoir toute une armée de complotistes épris de justice à combattre pour montrer que eux, ils sont la sécurité, que eux, ils sont l'ordre, que eux, ils amèneront la paix dans le monde. Oui, c'est la tactique politique de créer une menace, un peu comme lors des événements qui ont suivi le 11 septembre aux États-Unis. Les Américains ont déclaré, en Irak, là, ils ont des armes de destruction massive. C'est très grave ce qui se passe pour mobiliser l'opinion américaine et justifier et créer l'acceptabilité sociale que les Américains envahissent l'Irak. Donc, c'est la même type de tactique politique. Ça a toujours été le cas. Hillary Clinton a dit publiquement, c'est un enregistrement qu'on peut trouver sur YouTube, sous plusieurs versions, traduites dans plusieurs langues, que Al-Qaïda a été une création justement de leur propre parti. Alors à ce moment-là, dans ce cadre-là, c'était en Afghanistan. C'était pour leur permettre de combattre l'invasion, enfin pas l'invasion, mais de combattre l'Union soviétique. Et ensuite, elle dit le mouvement a grandi et qu'allons-nous en faire? Donc ils l'utilisent. Après, ils l'ont utilisé comme épouvantail pour justifier leurs différentes invasions et leurs différentes guerres dans le monde. Donc c'est toujours les mêmes stratégies. Je l'avais rappelé aussi parce que j'ai fait une petite vidéo là-dessus que Mitterrand, qui était un grand stratège, a créé le Front National. C'est lui qui a créé le Front National. Donc pour avoir encore une fois
un ennemi à combattre. Donc, est-ce qu'on peut pas sortir de ces éternels conflits Oui, puis là, qui ne... Oui, Ouais. oui, mais c'est ça. Puis là, j'allais dire, présentement, au niveau international, tous les gouvernements sont unis pour combattre la menace du coronavirus. Puis j'ai l'impression qu'on cherche à la monter en épingle. Oui, 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 bien sûr. Et alors, je voulais te dire aussi quelque chose. Ça, c'est par rapport à mon vécu. Je t'avais raconté que quand j'ai créé ma chaîne YouTube, j'étais très polarisée et j'ai parlé de la 5G. Puis je mélangeais pas mal de choses. J'avais découvert les microzima, donc j'étais partie dans un truc où tout ce qui où la fameuse opposition Béchamp Pasteur. Alors Pasteur c'est le méchant, puis Béchamp c'est le gentil, et j'étais dans une forme d'idéalisation comme ça de la nature qui serait menacée par la technologie et tout. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau parce que tout est énergie et nous on est prisonniers de la forme, c'est toujours le même problème. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis chopé des commentaires très agressifs. J'ai même eu des personnes qui m'ont dit que j'étais dangereuse, que si jamais des enfants tombaient sur les enfants, c'est toujours un sujet sensible, hein, des enfants tombaient sur mes vidéos, ça pourrait les amener à ne plus vouloir se guérir parce qu'il faut faire confiance à la nature. Et sur le coup, ça m'avait énervée, bien sûr, mais j'étais dans l'émotionnel. Et bien plus tard, c'est justement en parlant avec un ami, avec Valentin d'ailleurs, qui m'a dit mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Est-ce que tu as conscience de ce que tu crées? Je dis, mais voyons, mais c'est d'une évidence, tu vois, je vois bien que moi je défends, en gros, je te le dis grossièrement, moi je suis au service du bien, je suis au service de la vérité. La nature est plus forte que tout, et puis c'est pourquoi on veut la détruire. Enfin voilà, j'étais à ce niveau-là. Et il me dit, mais non, mais ça se passe pas comme ça au niveau de l'énergie, parce que j'étais polarisée, donc je récoltais des attaques polarisées qui avaient uniquement pour but de me faire mûrir, de me faire grandir. Et ça veut dire quoi, mûrir? Et ça veut dire quoi, grandir? Ça veut dire se débarrasser du bien et du mal. Et ça, c'est le grand défi de l'homme, parce que l'homme, il a essayé plein de fois de se débarrasser du bien et du mal, mais quand il le fait sans intelligence, bah, il devient quoi? Il devient matérialiste, il devient, comme on dit, satanique. C'est-à-dire, ah, il y a plus de bien, il y a plus de mal, alors on fait ce qu'on veut. Allez, on va profiter, on va détruire, on va violer. Et ça, c'est pas intelligent. Donc, le grand défi, c'est comment est-ce que l'homme, il peut se débarrasser du bien et du mal? Est-ce qu'il ne pourrait pas composer avec? Ça, c'est la doctrine des francs-maçons. La doctrine des francs-maçons, c'est composer avec le bien et le mal. Si tu veux être un leader dans ce monde, tu vas devoir composer avec. Mais le problème des francs-maçons, c'est encore c'est encore ce problème qui leur manque tout simplement de l'intelligence, j'ai envie de dire, parce que non, c'est que il leur manque justement il leur manque, voilà, c'est ça. Il leur manque la capacité d'être un être individualisé dans la conscience. C'est-à-dire que le franc-maçon, il remet en fait son pouvoir à une autorité supérieure. Alors on peut dire c'est le grand architecte, c'est ceci, c'est cela. C'est d'abord sa confrérie, c'est d'abord sa secte, c'est d'abord son collectif. Donc, il va se réaliser dans une certaine mesure dans cette matière en composant avec le bien et le mal, mais il sera plafonné parce qu'il n'aura pas développé de conscience individuelle. Et c'est là qu'on en arrive progressivement à ce fameux état vibratoire. J'apporterais quand même des nuances. Parce que si je pense entre autres au philosophe jovialiste André Moreau, qui a fait partie de la franc-maçonnerie, il a quand même développé une philosophie individualisée extrêmement poussée, avec une vision complexe du monde. Donc, il peut y avoir des gens au sein de certains groupes qui vont développer pareil une conscience individualisée. Puis ça, c'est peu importe les groupes, là, tu sais. Non, alors, ce qu'ils vont faire, ces gens-là, c'est qu'ils vont développer une philosophie. Ils vont développer une pensée de ce que ça serait d'avoir une conscience individuelle. Mais ça ne sera pas réel. Ça ne sera pas réel parce qu'ils se recommanderont encore
Parce que tout simplement, ils seront dans l'intellect, dans la philosophie, dans les idées. Ils seront dans les idées. C'est des courants d'idées. Voilà. Donc, dans ce sens-là, Mais c'est parce que ça peut être sujet à discussion dans le sens que quelqu'un peut faire partie d'apparence à un groupe. Donc, quelqu'un fait comme moi, je fais partie du groupe des Québécois. Toi, tu fais partie de celui des Français, mais c'est pas parce qu'on fait partie d'un groupe que ça va nous empêcher de nous individualiser. C'est pas tout à fait la même chose. Parce que l'appartenance à un territoire, oui, ça, il y a l'appartenance à un territoire, à une nationalité, ce qui nous est donné à la naissance, fait que l'individu qui se développe va se désidentifier de cette appartenance, même s'il aura quand même des conditionnements. Mais l'individu qui appartient à des groupes qu'il a choisi, on va dire, même si on fait pas vraiment de choix, mais qu'il a choisi en son âme et conscience, n'a pas tout à fait le même impact parce que dans la franc-maçonnerie, il y a des cérémonies qui sont organisées au début, des cérémonies qui visent justement à amener l'individu à remettre son autorité en une sorte de transcendance, donc à se déposséder de lui-même. Donc, dès la base, il est biaisé. Donc, il ne peut pas, en aucun cas, développer de conscience individuelle dans ce contexte-là. Il peut en émettre si encore une fois des idées. Il va pas pour ça, si la personne il va pour les opportunités de contact avec d'autres personnes. Parce qu'il est naïf. Ça dépend. Il est naïf. Ouais, mais ça il est naïf. Et la cérémonie, il va la faire. La cérémonie, oui, mais ça peut être une conformité d'apparence. Comme moi, si je vais à messe pour des raisons de conformité d'apparence avec ma mère, je vais m'asseoir quand il faut s'asseoir, se mettre à genoux, mais c'est pas parce que je fais ça que je crois que le bon Dieu est là pour me protéger, tu comprends? À partir du moment où un individu rentre dans une secte, quel qu'il soit, c'est qu'il a un attrait pour le pouvoir, qu'il en ait conscience ou pas. C'est pas la même intention que quand toi tu vas pour une formalité, pour une nécessité, pour une nécessité vitale ou une nécessité sociale ou quelconque, ça n'est pas du tout la même intention de base. Et à partir du moment où l'individu il est attiré par le pouvoir, eh ben, il est engagé dans un processus où il va dériver progressivement et où il va se déposséder progressivement de son réel pouvoir. Mais encore là, ça dépend. C'est sûr qu'on pourrait jaser pendant des heures parce que quelqu'un peut, oui, aller vers la franc-maçonnerie pour des raisons de pouvoir, mais il peut avoir plein de motivations. L'être humain étant complexe, il y a différentes motivations. Non, l'individu, il aura des bonnes intentions qui vont lui permettre de se masquer à lui-même son désir de base qui est le pouvoir. Mais ça s'appelle cacher la merde. Ça s'appelle se mentir à soi-même. L'intention de base, de toute façon, elle était posée. Il n'y a pas de possibilité. Par contre, il y a des francs-maçons, comme on dit, repentis. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est des individus qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui ont pris conscience et qui ont développé, justement, de l'identité à travers cette expérience. Pourquoi ils ont développé d'identité? Parce qu'ils se sont opposés. Parce qu'ils se sont sortis de ce collectif, où il y avait justement une force inconsciente de collectif. Ils se sont opposés à cela. Et l'identité, elle se crée uniquement par la force d'opposition. Et c'est la même chose au niveau des nations. Donc, je te donne un exemple. Quand Jacques Chirac, en 2003, il a dit non, alors que l'Amérique voulait embarquer tout le monde dans la guerre en Irak, Jacques Chirac, il a dit non. Il a posé le veto. À partir du moment où il a fait ça, il a, redonné une identité à la nation française. Alors, c'est peut-être ce qui a on va dire, sauvé les murs de ces deux mandats. Tu vois? Donc, ça, c'est à l'échelle d'une nation. Trump, d'ailleurs, j'étais tombée sur une interview de lui quand il avait une trentaine d'années. Il est très jeune et il savait déjà exactement comment ça fonctionnait la souveraineté, on pourrait dire, d'un pays, justement dans cette capacité à dire non.
à ne pas à dire non. Il y a des fois à dire oui quand il faut dire oui, hein, pas dire tout le temps non, mais à pouvoir affirmer son choix face à des influences extérieures, parce qu'il y en a toujours. Mais encore une fois, aujourd'hui, la politique a progressivement dérivé et tous les États-nations se sont progressivement amenés à dire oui à tout, pour justement dans le but d'amener ce gouvernement mondial, qui n'existe qu'en tant que potentiel pour le moment, oui, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. C'est pas mauvais un gouvernement mondial, c'est tout à fait logique d'ailleurs d'imaginer qu'il puisse y avoir un gouvernement mondial pour créer une politique commune à travers tous les pays de ce monde, parce que on est mondialisé, donc c'est tout à fait logique qu'il y ait un gouvernement mondial. Mais la question, c'est encore par qui et comment, et est-ce que les individus qui sont initiateurs, ils ont suffisamment de perspectives. Mais j'ai envie de dire, la question ne se pose même pas, parce que encore là, je vais mettre encore des formes. Ouais. À considérer qu'il y ait une intelligence supérieure. Alors, on va pas parler de Dieu, mais on va dire un plan d'intelligence ou un plan d'évolution. Ce plan-là, mais qui fait d'une infinité de plans aussi, utilisera toujours les bases et les fondements posés par les individus peut-être mal intentionnés, pas suffisamment sans grande dimension, on va dire ça comme ça, pour justement amener ce plan-là. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, c'est clair. C'est sûr que les plans de la lumière vont utiliser ce qu'ils ont. Donc, c'est sûr qu'ils vont procéder à travers des individus imparfaits. Je dirais même qu'ils ont comploté. Je dirais même que ces plans de lumière, ils ont comploté. Ce sont eux les réels complotistes qui ont fait en sorte pour que tout cela advienne. Pour pouvoir l'utiliser ensuite, parce que s'il y a rien si ça, en fait, le truc c'est que il ne peut se faire dans ce monde que ce qui peut se faire par des grands leaders qui jouent leur rôle. Et aujourd'hui, les grands leaders qui jouent leur rôle, c'est des Klaus Schwab, c'est des Attali, c'est pas un leader, c'est plus un conseiller, c'est des politiques, il y a des leaders aussi au niveau technologique, si on pense à Elon Musk ou Bill Gates, ce multimilliardaire qui, au niveau international, fait la promotion de la vaccination de toute la Terre, de tous les milliards d'habitants. Il y a ça comme objectif, que chaque être humain sur Terre soit vacciné. Oui, alors c'est vachement intéressant que tu parles de Elon Musk, parce que encore une fois, c'est la question, c'est de savoir qu'est-ce que ces individus-là ils créent. Elon Musk, c'est une personnalité assez, comment on pourrait dire, pas démesurée dans ses propos. C'est-à-dire que il va pas, ça va pas lui déranger de faire une déclaration dans un journal et dire que les pyramides sont l'œuvre des extraterrestres. Donc il va être, comment on dit quand on est exagéré, tu sais, quand on en fait 3 tonnes, quand on est... quelqu'un qui est excessif. Excessif, voilà. Il s'est comparé lui-même au Stark dans la bande dessinée d'Iron Man, là. Donc, celui qui développe des grandes technologies, là, c'est un personnage de bande dessinée, voilà. Il se compare à ça. Donc, il est inspiré par les comics, c'est son univers, donc il a un pied dans la science-fiction, et en même temps dans le réel, puisque c'est un milliardaire et qu'il est très populaire. Donc, qu'est-ce que ça crée? Plusieurs choses. Ça crée tout un tas de trucs, ça. Ça crée que par son comportement excessif, la masse va se dire, non mais il est fou. Donc, la masse va associer le fait de vacciner tout le monde à de la folie. Il faut ça, c'est, attends une minute. Ça, c'est Bill Gates, la vaccination. C'est pas Elon Musk. Ah, pardon. Ah oui, d'accord. Oui, c'est Bill Gates qui a déclaré publiquement dans des vidéos à plusieurs reprises qu'il a pour objectif d'amener l'ensemble de la population mondiale à être vaccinée contre le coronavirus. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que tout est tout est exagéré afin de créer des prises de conscience, tout simplement. Parce que tant qu'il n'y a pas d'exagération, la masse, elle peut pas se dire « Wow, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde ?» Il faut des chocs, il faut des exagérations, il faut de la saturation, j'ai envie de dire, de la saturation à tous les niveaux. Pour que la masse, à un moment donné, dans
les consciences de la masse y est quelque chose qui vienne du style waouh, ils sont allés trop, ils sont allés trop loin, ils vont trop loin, ils nous emmerdent, ils vont trop loin. Ensuite, pour revenir à Elon Musk, le fait qu'il fasse ces déclarations, eh ben, ce que ça crée, et c'est là, c'est ce que ça crée, c'est que ça crée une préparation, c'est-à-dire que en donnant cette information, il va, que les personnes le veuillent ou, enfin, soient d'accord ou pas, elles vont lire ou entendre ces déclarations. Mhm. Elles ne vont pas forcément le valider parce qu'elles ne seront pas prêtes à valider que les extraterrestres existent, mais cette information va se placer dans leur inconscient et va progressivement faire son chemin. Donc, en tant que tel, en soi, Elon Musk, il contribue à préparer, sans qu'il le sache vraiment, à préparer les consciences à ce que la réalisation que oui, les extraterrestres existent ne soit pas si traumatisant que ça. Même si la masse sera encore très loin d'avoir les outils pour faire face à cela, parce que la seule manière de faire face à des technologies plus avancées, parce qu'en fait, les extraterrestres, c'est quoi? C'est juste des technologies plus avancées qui agissent sur notre champ électromagnétique. La seule manière qu'un individu peut faire face à ça, c'est qu'il développe un centre de gravité suffisant pour ne pas se laisser magnétiser et électrifier par ces technologies. Oui, ben ça y prend une identité. Il faut que l'individu acquiert un être, donc ça l'amène à créer son identité. Et c'était justement un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans le cadre de cet entretien. C'est-à-dire que pour faire face aux extraterrestres, aux intelligences du cosmos, il faut que l'individu soit dans un état d'individuation suffisamment avancé pour pas se laisser déstabiliser par eux lorsque le contact se fera. D'accord, ouais, c'est ça. Alors, je dirais que, en fait, le travail concrètement, c'est déjà d'apprendre à cerner ce qui nous concerne. Dans cette situation, on peut facilement se laisser happer par les émotions, par les diverses informations et ce qu'elles génèrent en nous, et justement fantasmer, craindre et par la crainte créer des projections et par ces projections issues de la peur les faire advenir d'une manière ou d'une autre. Ça peut être par exemple si tu as peur du vaccin ou que les policiers viennent chez toi te vacciner de force, tu vibres cette peur, tu vas faire tes courses et bam, tu as un accrochage avec quelqu'un parce que tu avais cette vibration en toi. Donc le travail, c'est d'abord de prendre bien conscience de ce qui fait notre réalité dans notre instantanéité et en se coupant de toutes les influences émotionnelles toxiques qui pourraient nous en détourner. Oui, certainement. Bon, pour dire plus simplement, c'est d'éteindre la télévision, mais de la regarder quand il faut la regarder, parce que il faut quand même se tenir informé des décisions qui sont prises pour pas être à l'arrache. Ben c'est ça, c'est qu'on est gardé en tout cas, je trouve qu'on est pas mal gardé en otage dans le sens que tu sais c'est facile de dire on faut éteindre la télévision, mais s'il y a un règlement qui fait en sorte qu'au lieu de 20 heures, ça devient 18 heures l'heure du couvre-feu au Québec, puis je le sais pas, puis il est 18h05 et je suis dehors, ben moi je veux pas me ramasser avec une amende entre 1000 puis 6000 $ là. Voilà, c'est ça. En fait, c'est pour ça que justement là, je voudrais commencer un petit peu à aborder l'état vibratoire, comment développer cet état vibratoire, parce que en effet, tu dois être informé des informations qui te concernent, juste pour pas te prendre un PV et puis pour être en règle et pas courir de risques ou autre. Donc mais encore une fois, selon tes besoins, c'est inutile d'aller nourrir de se nourrir d'informations anxiogènes toute la journée. Ça va pas t'amener à être plus préparé en fait à ce qui s'en vient, parce que la seule préparation réelle que l'individu peut avoir, c'est de développer justement une nouvelle sensibilité. Une sensibilité toute nouvelle qui est justement cet état vibratoire. Parce que l'état vibratoire va te permettre de savoir à chaque instant, à chaque seconde, ce que tu dois faire sans besoin de le réfléchir. Et puis c'est tout.
Voilà. Oui, exactement. C'est sûr que moi, je ne vais pas m'abreuver là d'informations continues à journée longue avec des bulletins de nouvelles là, en continu là, très anxiogènes là, qu'on a au Québec. Néanmoins, on est dans une situation où ce qu'on demeure pris en otage de s'informer de qu'est-ce qui se passe parce que s'il y a des règles, parce qu'il y a eu beaucoup de changements de règlement ici, s'il y a des changements de règlement qui peuvent avoir un impact concret sur ma vie, ben je suis comme obligé de me tenir au courant, mais en même temps, ça Bien sûr. m'expose à du monde qui manque d'ajustement avec des journalistes qui font des spectacles médiatiques. Il y en a qui sont très stressés, anxieux, puis j'ai l'impression qu'ils ont un certain plaisir, même dans certains cas, à véhiculer de la peur, là. Oui, mais ça les concerne eux, c'est-à-dire des individus qui sont pas en maîtrise d'eux-mêmes et qui, par leur état émotionnel modifié, plutôt perturbé, viennent contribuer à perturber les autres. C'est leur problème à eux, j'ai envie de dire, c'est leur karma en fait, c'est leur karma à eux. On peut pas en fait, passer notre temps à s'exaspérer du déséquilibre des uns et des autres, parce que sinon, tout simplement, on perd notre énergie et Oui. on passe à côté de notre vie et de ce qu'on doit créer, parce que on subit plus qu'on crée. Et là, la question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à créer. Quand tu dis on est pris en otage, il y a une coloration dans cette expression, parce qu'une prise, d'être pris en otage, c'est fort. Quand tu es pris en otage, si t'es pris en otage par des groupes armés, comme il y avait Bettencourt à une époque, là c'était Ingrid Bettencourt, là cette fameuse histoire en France où il y avait Sarkozy qui était allé la libérer. D'ailleurs, elle n'avait pas déclaré grand-chose après. Elle avait été prise en otage par les FARC en Colombie. C'est en Colombie, ouais, c'est ça. Elle a vécu ce que c'est qu'être pris en otage pendant plusieurs années. Et elle a dû composer avec les forces armées, vivre avec. C'est autre chose. C'est pas la même. Non, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que je vais le reformuler, c'est que j'ai l'impression qu'on m'a mis dans une situation en lien avec la crise où que je n'ai pas le choix de me tenir au courant des directives officielles. C'est dans ce sens-là. Mais de toute façon, ce monde, on pourrait dire cette matrice, pour utiliser, même si ce terme il est folklorique maintenant, ce n'est fait que de lois et de règles. Donc, il y a un dicton qui dit nul n'est censé ignorer la loi. Bon, c'est compliqué parce qu'il y en a une telle infinité de lois, mais dans l'absolu, oui, on devrait toutes les connaître. Alors, comment parce que ce monde fonctionne comme ça. Donc, déjà, cette prise d'otage, cette incarcération, elle se produit dès la naissance, à partir du moment où on arrive dans ce monde. Je suis d'accord après que là, il y a une rigidification des mesures, mais comme je te le disais tout à l'heure, cette Rigidification des mesures, oui. Et le résultat dans la matière en négatif, en inversé, de plans qui sont de l'arrivée de certains plans dans ce monde-là. Et cette intrusion de ces plans dans ce monde-là crée un effet, justement, crée cette rigidification, cette fragmentation et aussi cet éclatement, nécessaire, en fait, parce que sinon, s'il n'y a pas ces rigidifications en fait, la rigidification, c'est ce qui précède l'éclatement, hein, toujours. C'est-à-dire, quand une personne est trop tendue, ok, ou par exemple, je te donne un exemple très simple, ok, Oui. tu marches sur une pente glacée. Non, ou tu es en montagne et t'as peur, t'es complètement tendu. T'as de grandes chances pour te casser la jambe. Je faisais du canyoning quand j'étais petite et mon père une fois il avait emmené une dame qui était vraiment flippée et on a fait vraiment un canyon super facile, je te jure, il y avait aucun danger, c'est vraiment Ben tu veux dire du canyoning, c'est la marche en forêt? Non, canyoning, c'est tu descends les rivières. Ah, ok, bon, ben, c'était bien de le clarifier, là, j'avais pas compris. C'est avec un kayak? Ah non, oui, ça peut être aussi kayak, mais là c'est dans ce contexte-là, c'était avec des combinaisons de plongée. En fait,
tu descends, t'es assuré avec des cordes. Puis des fois, t'as des sauts, des fois tu passes des zones, c'est du toboggan. Enfin, en fait, il faut que tu composes avec la roche et avec l'eau pour te positionner et descendre la rivière. Mais il y a des niveaux de difficulté plus ou moins importants. Et puis là, dans celui-là, c'était un truc pour les débutants, c'était hyper facile, il y avait aucun danger. Et au tout début, donc cette femme, on sait même pas comment elle a pu tomber. Elle est tombée et elle s'est cassée la jambe. OK. Parce que, en fait, tout simplement, elle était hyper tendue et elle avait peur. Et les fractures, elles arrivent soit quand il y a une surtension, donc qui était trop importante, ça casse. Ou soit que les forces n'étaient pas suffisamment réparties de manière homogène sur toute l'étendue du corps. Par exemple, en architecture, parce que j'avais étudié un peu les architectures pour trouver un habitat qui me conviendrait mieux qu'une maison de format rectangulaire, j'avais étudié que les dômes, c'était les structures les plus adaptées pour supporter tous les chocs, les ondes sismiques, les tremblements de terre. Et j'étais même allée voir un constructeur pas très loin de chez moi, qui avait fait une structure en dôme et qui l'avait fait tester la maquette en fait avec des technologies pour vérifier la résistance face au tremblement de terre. Il avait obtenu un résultat vraiment assez incroyable, genre c'était 9,5 sur 10, tu pouvais pas faire mieux parce que justement tout le poids était réparti de manière homogène sur tous les porteurs, toutes les poutres, on pourrait dire les poutres porteuses. Voilà. Oui, je comprends. Donc, au lieu que ça soit réparti au chaque coin. Mais c'est sûr que ce que tu parles, c'est très intéressant parce que présentement, ceux qui vont craquer sous la grille, c'est ceux qui sont rigidifiés puis sous tension. Voilà, c'est ça. Et là, cette tension, elle est palpable. Ça dépend des endroits, bien sûr, mais moi, je peux parler que de moi parce que moi, je suis à la montagne et donc ça crée l'effet inverse, c'est-à-dire que la tension pendant la saison d'hiver, elle arrivait justement pendant la saison d'hiver parce que tous les vacanciers qui venaient de la ville de Marseille, c'est une ville sous haute tension. Il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup c'est un port. Il y a une population, il y a une population très jeune. Et donc en fait, il y a surtout, il y a beaucoup en fait, les vacanciers qui venaient, c'était des groupes de scolaires qui venaient des banlieues. Donc en banlieue, les gens ils sont confinés depuis très longtemps. Donc ça crée comme ça des climats de tension. Et quand ils arrivaient ici, toute l'énergie en fait, si tu veux, de la station était transformée. Même mes animaux, ils étaient surexcités. Puis on entendait crier tout le temps, hurler. Les parents, ils hurlaient sur leurs enfants. Mais j'avais assisté des fois à des scènes. Tu te dis, mais c'est fou comme les gens sont sous pression parce que quand on vient à gueuler comme ça sur un enfant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et donc là, avec la situation, ces groupes et ces types de vacanciers-là ne viennent plus parce qu'ils venaient pour consommer du ski, en fait. Parce que le ski, c'est un sport de consommation où tu profites de la montagne. T'as presque pas d'effort à faire. Enfin, quand tu sais skier, tu montes avec ton télésiège et hop, tu descends à fond la caisse. Les pistes, elles sont damées, ça glisse tout seul et il y a pas, voilà, hop, c'est génial. Donc, c'est très axé sur le plaisir et sur le profit. Et aujourd'hui, il y a des vacanciers qui viennent parce que la station est ouverte, mais ils ne viennent plus pour les mêmes raisons. Ils viennent pour faire de la raquette, ils viennent pour faire de la rando, ils viennent pour apprendre à leurs enfants à skier dans des conditions où, en fait, ils remontent, ils font des remontées avec les poneys. Là, il y a le centre équestre, ils ont fait ça, donc il faut remonter les enfants avec des poneys, et après ils descendent, ils apprennent à skier. Et l'énergie, mais n'a rien à voir, mais c'est complètement différent. Et pourquoi je disais ça? Parce que la tension donc précède toujours la fracture. Et je disais que donc cette tension pouvait être palpable, mais dans les zones en ville. Enfin, et moi j'y suis rarement. Et c'est ce qui va précéder. Donc il y a un éclatement un peu obligatoire qui amènera les uns et les autres à se repositionner par rapport à leurs habitudes et aussi par rapport à leur cadre de vie, pour ceux qui auront justement un désir suffisant de changement et de nouveauté.
Ceux qui ne voudront ont une peur trop grande du changement et de la nouveauté préféreront donc continuer de s'accrocher à l'ancien et en fait vont amplifier leur tension et le choc de la fracture sera encore plus important. Donc en fait l'image du canyoning elle est parfaite parce que quand tu descends une rivière tu dois composer, t'as pas le choix, tu peux pas imposer ton système à la rivière. Il y a des roches, si tu sautes pas au bon endroit, tu peux mourir. Donc, t'es obligé de t'adapter et de faire avec, et donc ça te développe en toi-même une plasticité et aussi une confiance en toi. Parce que si t'as pas confiance, si t'as peur, bah il t'arrive. Une fois, j'étais avec Valentin, ils étaient tous sautés ils avaient tous sauté d'un endroit, mais il y avait qu'un seul endroit en bas où il y avait du fond, quoi. Et moi, j'avais peur et j'avais hésité. Et c'est pour ça qu'il faut jamais agir sous le coup de l'hésitation et de la réflexion parce que tu perds en fait le contact avec toi-même. Ah, c'est comme l'émotion. L'émotion et la réflexion, c'est ce qui coupe en fait le contact. Et donc moi, j'avais réfléchi, ah bah attends, et tout. Finalement, j'avais franchi le pas, je m'étais laissé tomber comme un gros sac à patates. De toute façon, quand tu sautes dans le vide, tu vas dans le vide, tu te laisses un peu tomber, hein, si tu peux pas faire grand chose. Et je m'étais pété la cheville, monumentale quoi. J'avais eu mal. Hein. Non, exactement, mais je pouvais m'en prendre qu'à moi-même parce que c'était pourquoi je l'ai fait, pourquoi j'ai sauté finalement. Parce que j'ai eu une pensée qui m'a dit oh là là mais vas-y, de mon père qui me disait allez mais vas-y et puis après une pensée de moi qui me disait oh là là qu'est-ce qu'ils vont penser si tu le fais pas, allez montre-leur que t'es forte, hein. Montre-leur que t'es forte. Et ben là bam, qu'est-ce que j'ai récolté? De la fragilité. Tu veux montrer que t'es fort, ben en fait non, regarde, t'es fragile. Il y a pas à se forcer comme ça parce que encore une fois quand tu veux faire croire ce que t'es pas, tu crées encore une tension et ça t'amènera une fracture. oui, puis dans la conscience, l'individu a rien à se prouver. Il a plus rien à se prouver. Mais par contre, le chemin, il a été quand même obligé de le faire. Il a quand même été obligé de faire son chemin où il avait besoin de se prouver des choses. Parce que s'il fait pas ce chemin, il peut pas après se rendre compte qu'il a rien à prouver. Non, non, il peut avoir à saturer de l'expérience, de se prouver des choses, puis des fois de vivre des contre-coups ou des chocs, mais éventuellement, il y a à passer par-delà ça. Alors, il peut avoir une saturation des expériences, mais il peut aussi avoir une expérience suffisamment importante pour lui à ses yeux, qui lui sécurisera suffisamment son ego pour pouvoir lui permettre de lâcher prise par rapport à ça. Je te donne un exemple. J'avais rencontré une jeune femme de 23 ans qui, à l'âge de 18 ans, était partie toute seule avec ses 2 chevaux, parce que sa mère avait des chevaux, dans toute l'Europe, et elle est partie comme ça, marcher pendant 2 ans, toute seule avec ses 2 chevaux et son chien. Elle a parcouru des milliers de kilomètres, elle est partie jusqu'en Espagne, au Portugal, elle est remontée jusqu'en haut de la France, elle est partie aussi dans les pays de l'Est. Et quand elle est revenue, elle me l'a dit, elle m'a dit, maintenant, quand je suis revenue, au moment où je suis revenue, j'ai su que je n'avais plus rien à me prouver parce que je m'étais suffisamment prouvé à moi-même ma valeur. Et à partir de là, donc elle était revenue vers 20 ans, 21 ans, elle était complètement relaxe. C'est-à-dire qu'elle faisait des voyages, elle partait en vacances avec ses amis, elle avait tout un tas de projets qu'elle a d'ailleurs certainement toujours, mais elle n'interférait plus sur sa relation aux autres avec son ego justement, parce qu'elle avait plus besoin de prouver quoi que ce soit. Donc c'était une personne extrêmement réceptive par rapport aux autres et très très sensible aussi par rapport à son contact avec les animaux. Et donc en fait, quand tu étais en sa compagnie, c'était plus qu'agréable parce que il y avait plus cette tension là. Il n'y avait plus cette tension de l'ego qui veut toujours prouver ce qu'il veut. Et c'est ça le problème des gens aujourd'hui, enfin des gens, de la masse. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces conflits, ces combats des lanceurs d'alerte aux journalistes complètement hystériques sur les plateaux de télé. C'est que ces individus-là, ils se sont jamais rien prouvé à eux-mêmes réellement en fait. Ils ont jamais rien réalisé réellement, accompli. Ils ont rien accompli réellement qui ait suffisamment de valeur à leurs yeux. Donc ils sont toujours en train d'essayer de prendre à l'autre un truc qui leur manque, tu vois. Ben, c'est sûr qu'il y en a qui peuvent se servir de ce qu'ils font pour aller chercher de l'attention auprès des autres,
pour se prouver ou se valoriser en termes d'identité. Le besoin de reconnaissance, Oui. il est fondamental en fait. Et parce que les psychanalystes, ils ont ramené ça à la figure de l'Oedipe, parce que et là ça va par rapport à la création de l'identité, c'est-à-dire que tout au cours de ton enfance, tu te positionnes par rapport à ton père, c'est-à-dire que ton père c'est le référent au niveau de ce que c'est qu'une identité. Donc ton père c'est un super-héros, ton père il a tout compris, ton père c'est Superman, tout ça. Et puis après, à l'adolescence, normalement, tu es censé le tuer. C'est-à-dire que c'est en tuant cette référence de sécurité, d'autorité, de vérité. Et ici, c'est bien de dire tuer d'une manière symbolique, là, pas littérale. Dieu, symbolique. Ah, ben, on précise symbolique, bien sûr. Et le père, c'est aussi à voir avec Dieu, et ça a à voir aussi avec toutes les formes d'autorité, quelle qu'elle soit, même le gouvernement en tant que tel, c'est un père, c'est le père de le chef d'État, c'est le père de la nation. Donc, normalement, donc à l'adolescence, l'adolescent, donc il va tuer, symboliquement le père pour justement se créer son propre père et ne plus avoir besoin ensuite d'aller s'en prendre à des pères symboliques, à des gouvernements, à des autorités. Ben oui, comme nous autres au Québec, on a François Legault qui a été qualifié régulièrement par les médias comme quelqu'un qui gère comme un bon père de famille. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo là-dessus, c'est qu'en fait, il y a des pères de la nation, il y a des hommes d'État, parce que c'est nécessaire. Tout comme il y a des élites, parce que c'est nécessaire. C'est-à-dire que nécessaire, tant qu'il y a des gens infantilisés qui ont besoin d'un surmoi ou d'un individu extérieur à eux pour les supporter. Je dirais pas tout à fait ça. Je dirais plutôt tant qu'il y a tant qu'il y a une conscience de masse. C'est-à-dire que tant qu'il y a une conscience de masse collective, il doit y avoir des élites et des pairs en fait, parce que l'individu qui est assujetti à la conscience de la masse, d'où l'expression Niktaras, il peut pas se gérer lui-même, et s'il peut pas faire ce travail d'individualisation de sa conscience, c'est tout simplement parce qu'il n'est pas prêt et parce qu'il n'est pas mûr. Et c'est en ce sens que chacun se doit de respecter une personne qui est encore assujettie à une conscience de masse ou à une autorité, parce que ça veut dire que cette personne, elle est fragile psychologiquement. Donc c'est pour ça que il ne faut surtout pas l'agresser. Et ça, j'ai compris, parce que je l'ai compris, c'était à Noël, en fait, c'est tout neuf pour moi, parce que je voulais encore convaincre mon père, tu sais, sur plein de trucs, et j'ai compris que, en fait, pour lui, en fait, le gouvernement et toutes les mesures qui sont prises représentent à ses yeux la sécurité d'un père qu'il n'a pas pu en fait tuer vraiment. D'ailleurs, c'est lié aussi à son histoire personnelle à mon père, parce qu'il a eu un père qu'il a mis au monde, il avait 21 ans, et ensuite il a déserté. Donc il n'a pas pu faire en fait ce travail. Il a eu un traumatisme à l'enfance très fort, et il n'a pas pu, de par ce traumatisme, et donc qui a créé en fait en lui une grande fragilité, une grande fragmentation au niveau de sa psyché. Il n'a pas en fait la capacité de pouvoir être son propre père. Donc il a besoin de ça, de gouvernement. Et si toi tu respectes pas et que tu contredis en fait, tu offenses son système de sécurité interne, et ben en fait tu amplifies sa fracture et tu renforces son système d'autodéfense, et en fait donc c'est totalement improductif. Oui, je comprends. Ça va le faire réagir émotivement en fonction de ses antécédents personnels, puis le traumatisme qu'il a pu vivre, par exemple, là, en lien avec l'absence de père. Ça, c'est clair. On pourrait parler aussi par rapport à donc quand tu aimes suffisamment une personne, donc si c'est ton père ou ta mère, forcément tu les aimes parce que c'est les personnes qui t'ont mis au monde, donc tu as du respect pour eux. Si tu les aimes suffisamment, tu développes une intelligence qui va faire en sorte que tu ne chercheras jamais à leur faire peur. Tu chercheras dans le sens, tu chercheras les moyens les plus intelligents pour les sécuriser au mieux, afin que ils puissent vivre cette période dans des conditions les moins traumatisantes qui soient. Exactement. Par contre, l'individu qui, justement, s'est doté d'une identité,
sera pas intéressé à subir un abus d'autorité ou de pouvoir de la part de la figure paternelle. Parce que, tu sais, tantôt, on parlait, dans le fond, du point de fracture. C'est que si un individu, c'est sûr qu'il faut pas être rigide. Oui, il faut être capable de s'adapter, mais s'ajuster, mais il faut pas que l'adaptation soit à sens unique. C'est-à-dire que ça soit tout le temps l'individu qui s'adapte aux dictats du gouvernement. À un moment donné, il faut que le gouvernement aussi s'adapte aux individus parce que sans ça, la relation devient de plus en plus malsaine. Dans tous les cas, si le gouvernement ne s'adapte plus suffisamment, mais de toute façon, il s'adapte toujours quand même, parce que le but du gouvernement, c'est de persister dans sa forme. Donc, s'il ne s'adapte plus, de toute façon, il y a un renversement et il y aura, par les lois de l'énergie, un renversement obligatoire. Donc, le gouvernement a tout intérêt à s'adapter au mieux. Exactement comme je te donne l'exemple des aides sociales. Il y a des aides sociales, par exemple, en France. Si demain, le gouvernement ne peut plus imprimer des billets pour ne peut plus assurer ses aides sociales, alors c'est la révolution et il est renversé. Donc, il a tout intérêt à continuer de faire persister ce système qui s'adapte suffisamment afin qu'il n'y ait pas de renversement. Juste suffisamment. Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est comme les aides sociales qu'il y a en France, c'est juste suffisant pour survivre. Si tant que c'est suffisant pour survivre, personne ne se révolte. Les gens se sont révoltés dans l'histoire. Il y a eu des grandes révolutions parce qu'ils ne pouvaient plus manger, parce qu'ils étaient comme la révolution des canuts en France. La première révolution industrielle en France, c'était les canuts à la Croix-Rousse, à Lyon. Première révolution industrielle, c'était donc des tisserands, tout simplement, qui pouvaient plus vivre. Ils vivaient toute la famille dans un petit appartement de 40 mètres, 30 mètres carrés. Ils avaient plus de quoi bouffer, ils ont été obligés de se révolter. Donc, pour pas qu'il y ait ça, il y a juste ce qui est suffisant. Écoute, je te remercie infiniment, Élodie, pour le temps que tu as accordé là, à cette discussion. Et pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de t'entendre davantage parler, eh bien, c'est sûr que vous pourrez aller là, sur sa chaîne YouTube là, qui comporte de nombreuses vidéos dont je vais vous partager là, les coordonnées en bas de la vidéo présente. Et pour les gens qui apprécient écouter mes enregistrements et les différents invités que j'ai au fil du temps, eh bien, vous pouvez me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement de sécuriser que sont PayPal et également Interac, là, dont vous allez avoir les coordonnées également en bas de cet enregistrement. Donc, c'est ce qui termine. Écoute, je vais te dire à bientôt. Je te dis à bientôt et puis passe une excellente journée. Toi et aussi. merci. Oui, c'est beaucoup. moi qui te remercie. Bye bye. Au revoir.